Cette deuxième table ronde de l'après-midi, nous allons parler de vaccins et d'anticorps, avec l'idée qu'on a l'impression d'assister quand même à une forme de... Alors je ne sais pas s'il est réel ou pas, ça fera partie des choses qu'on va discuter, de tournant en médecine, au sens où on voit quand même un peu partout, dans la presse, dans les rapports officiels, l'idée que le futur est là, et que le futur, c'est tout ce qui relève de la vaccination et de l'immunothérapie. Pour parler de vaccination, d'immunothérapie et de futur, à ma gauche, Gaëtan Thomas, qui est historien de la santé publique, historien qui s'est intéressé effectivement au rapport entre l'histoire des vaccins, l'histoire de l'hésitation vaccinale, enfin du concept d'hésitation vaccinale, il vous en dira deux mots, qui a travaillé avec Guillaume Lachenal autour d'un atlas historique des épidémies, ce qui est aussi un truc extrêmement intéressant pour nous. Et donc il vient de publier récemment un livre qui s'appelle « Vaccination et l'histoire d'un consentement ». Donc c'est pas de l'hésitation dont il est question, c'est plutôt du consentement. Et qui développera autour de cette idée du rapport entre vaccination, santé publique et histoire coloniale, puisque à l'évidence, les trois, c'est ce que j'ai appris en lisant son livre, sont intimement liés. Et puis Timothée Bruel, qui est chef de groupe dans l'équipe d'Olivier Schwartz, donc une équipe qui, pour les pasteuriens, je ne présente pas, mais pour les non-pasteuriens, est une équipe qui travaille énormément sur les rapports entre virus, et en particulier le sida et le coronavirus, et système immunitaire et défense cellulaire, donc système immunitaire au sens très large du terme, et qui s'occupe dans son groupe essentiellement des rapports entre virus et système immunitaire. Donc, en fait, j'ai déjà un peu annoncé ma première question. Ma première question, elle est de se dire que si on veut peut-être comprendre le futur et ce qui est en train de se jouer aujourd'hui autour de la vaccination, sachant que la vaccination est quand même un sujet extrêmement compliqué à aborder, c'est quand même souvent quelque chose de nettement moins neutre que de parler de médicaments ou d'autres technologies. Donc ça peut être intéressant de se remettre dans une perspective historique et donc je vais demander directement à Gaëtan s'il peut rapidement nous brosser un portrait justement de ces rapports entre santé publique, vaccination et voilà. Et sachant qu'on croisera peut-être aussi au détour de cette histoire de l'Institut Pasteur. Alors, dans le livre que je viens de publier aux éditions du Seuil, je pars du constat suivant, il y a une domination, et y compris dans cette maison-là, à l'Institut Pasteur, du prisme de la crise et de la contestation, dès qu'on parle de vaccination, contre toute évidence, car on a des taux de vaccination, y compris dans la décennie 2010, qui est la grande décennie de l'hésitation vaccinale, des taux de vaccination extrêmement élevés, qui atteignent quasiment les taux idéaux définis par les épidémiologistes. La campagne de vaccination contre le Covid a très très bien marché. Les derniers chiffres de santé publique, France signale qu'il y a seulement en France 1% des enfants qui échappent à toutes les vaccinations obligatoires. Donc le livre parle de la question suivante, comment est-ce qu'on peut expliquer cet étrange paradoxe qui a vu s'imposer le prisme de la crise et de la contestation dès qu'on parle de vaccination, alors que c'est une intervention qui fonctionne très bien. Et dans une deuxième question qui est rattachée à celle-là, comment est-ce qu'une intervention qui est potentiellement si controversée a tenu dans le temps? Parce que la vaccination, c'est une intervention qui, comme vous le savez tous très bien, est très ancienne. On utilise en santé publique encore des vaccins relativement anciens, même s'ils sont constamment améliorés, mais c'est une technologie en fait qui tient bien dans le temps. Et c'est une question très intéressante pour les historiens, comment les choses perdurent. Alors, moi, j'ai travaillé sur la seconde partie du XXe siècle, à un moment, dans les décennies d'après-guerre, jusqu'aux années 80, avec l'enregistrement des premiers cas de sida, on observe une forme de retrait de l'État, et c'est la grande époque des mandarins, un moment où la médecine et la vaccination en particulier a été contrôlée, rationalisée, gouvernée par des grands médecins, dont Robert Debré, et une institution qui est très particulière, dont on reparlera peut-être, le Centre international de l'enfance. Donc c'était un moment quand même de toute puissance de la médecine commençait très bien, mais aussi de manière très concrète, de médecins qui ont eux-mêmes, à côté de l'État, à côté des industriels, des pharmaciens, des autorités, des corps professionnels, défini par exemple ce qu'était le calendrier vaccinal. Ce n'était pas l'État qui diffusait le calendrier vaccinal, enfin l'État en diffusait un, mais il n'avait pas le monopole du calendrier.
Ces grands médecins, en fait, donnaient des instructions directement à la population. Donc c'est une époque très particulière de consentement, de routine, au cours de laquelle tout le monde était d'accord pour dire que la vaccination était inquestionnable. Et c'est cet état, en fait, qui a été vraiment chamboulé, d'une part par l'arrivée du sida, puis la succession des scandales sanitaires dans la foulée de l'épidémie de sida, et puis avec la grande controverse vaccinale de l'hépatite B dans les années 90. Donc voilà, le livre s'intéresse au maintien de cette routine et au fait que malgré les chocs des controverses, la vaccination continue, y compris de nos jours, à être l'intervention de santé publique qui rencontre le plus grand succès. Moi, je pense que ça rebondit pas vraiment sur ce que tu viens de dire, mais je pense qu'un moyen de commencer pour moi, c'est quand je vois le titre, vaccin anticorps, je pense évidemment à la crise Covid. Je pense que je suis extrêmement biaisé parce qu'on a une contribution importante et qu'on a beaucoup travaillé sur ce virus. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte à mon échelle, je ne sais pas si l'histoire est d'accord avec ça, c'est que j'ai l'impression que la crise du Covid, ça a mis un énorme boost sur les vaccins, et on pense évidemment aux vaccins ARN. Et là, ça rejoint un petit peu à ce que tu dis, parce que finalement, les vaccins ARN, on est sur une nouvelle technologie. On se souvient qu'au tout début, il y avait des craintes sur cette technologie, le fait que ce ne soit pas des vaccins conventionnels, que ce ne soit pas des vaccins historiques, que ce soit fait d'une nouvelle manière. Et au final, il y a une acceptation qui a été énorme. Et pour les anticorps, on a un petit peu, je pense que c'est peut-être moins diffusé dans le public, mais je pense qu'il y a aussi une forme de révolution sur l'utilisation des anticorps, parce que un petit peu de la même manière qu'on a eu des vaccins très rapidement, dans le contexte de la Covid-19, on a aussi eu des anticorps très rapidement. Donc les anticorps, ils ne sont pas utilisés chez tout le monde, ils sont utilisés chez des personnes à risque, souvent des personnes immunodéprimées. Donc c'est moins diffusé, je pense, dans la population, que les anticorps sont arrivés très rapidement. Mais ces deux révolutions, enfin, c'est pas vraiment des révolutions, c'est des choses qui étaient là. Et vraiment, le Covid a démontré que ce qu'on espérait de ces molécules, à savoir un déploiement rapide, une adaptabilité forte et une capacité à répondre de manière extrêmement efficace à une nouvelle menace qu'on ne connaît pas, et donc vraiment cette adaptabilité, finalement, cette promesse était réelle. Et donc, de par ce point de départ, finalement, que la promesse est tenue, on se rend compte que finalement, des défis de santé, il y en a plein. On a eu le Covid, qui était le défi de santé majeur en 2020, mais en fait, il y a le cancer, il y a plein de maladies, on parle beaucoup d'antibiorésistance aussi, donc il y a énormément de défis, et donc finalement, la question qui se pose, et je pense l'enthousiasme, il se retrouve dans le fait qu'on a finalement des outils ultra adaptables. Est-ce que grâce à ça, on ne va pas pouvoir tout traiter très rapidement, de manière extrêmement efficace? Je pense que la question, elle est plus complexe que ça, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, peut-être pour revenir un petit peu dans ce que tu nous disais, finalement, ces nouveaux outils, a priori, ils sont plutôt déjà acceptés, quoi, parce que les vaccins ARN, ça marche bien. Les anticorps monoclonaux, si on prend l'exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, par exemple, le Niservimab, qui est un anticorps contre la bronchiolite du nourrisson, qui a fait un petit peu de bruit quand même au mois d'octobre. C'est une nouvelle molécule qui permet de protéger les nouveau-nés pendant leur premier hiver. Il y a 300 000 doses qui ont été achetées par l'État français, et il y a 300 000 doses qui ont été injectées. Enfin, ça a été un succès absolu. Il y a eu un manque de doses. Les gens, il y a eu plus de 80% d'acceptation. C'était un peu inattendu même. En fait, finalement, c'était sûrement attendu, si on rejoint ce que tu disais. Donc voilà, finalement, les outils sont là, les gens sont prêts à les accepter. Donc après, c'est peut-être la place de la science de les utiliser ou pas, s'il y a des limites qu'on peut évoquer, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais à propos du Covid et du fait que la vaccination a pris toute la lumière, c'est vrai que ça rompt avec un état de relégation de la vaccination et de la recherche sur les maladies infectieuses qui a quand même marqué tout ce domaine jusqu'aux années 80 au moins en France. Et y compris l'Institut Pasteur a quand même plutôt abandonné la recherche vaccinale pendant les décennies d'après-guerre. Et c'est vrai qu'il y a un réinvestissement de la recherche française sur les vaccins. Voilà. C'est pas anodin que la vaccination ait été prise en charge pendant des décennies par une institution dont personne ne se souvient aujourd'hui, le Centre international de l'enfance, dont les activités premières étaient réalisées en Afrique francophone. Donc,
Ça me permet de rebondir parce que effectivement aussi un aspect intéressant, et on pourra peut-être prendre les deux côtés, le côté historique et puis le côté peut-être vaccin ARN, puisque ça, dans le cas du vaccin ARN, c'est peut-être un problème. Alors, dans le côté historique, à l'évidence, c'est une projection imaginaire très très forte. C'est-à-dire que on pense vaccin, on pense tout de suite les grandes campagnes d'éradication de l'OMS destinées en particulier à l'Afrique. On pense à tous ces aspects-là. Oui, il y avait cette idée très forte que la vaccination, de toute façon, et les maladies infectieuses, jusqu'aux années, c'est un poncif, mais qui n'est pas faux, hein, que les vaccinations étaient un problème des pays du Sud dans les années 70. Donc tout l'investissement se consacrait en particulier pour les Français qui ont des liens historiques, au XXe, très forts avec l'Afrique francophone. C'était plutôt l'Afrique sur laquelle il y avait un investissement des médecins militaires coloniaux qui ont pris en charge l'infectiologie et la virologie pendant plusieurs décennies. Oui, je ne sais pas. Si, c'était l'idée, c'était juste... Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont formés en coopération, comme on disait, y compris aujourd'hui à Santé publique France, et que toute la généalogie africaine de la santé publique française, y compris de la virologie, elle a été complètement effacée. Je te disais tout à l'heure que j'avais fait un peu de terrain au CIRMF au Gabon récemment, qui est un centre de virologie qui a été tenu par des Français très longtemps, et tu connaissais pas l'institution, c'est pas une reproche, mais du coup ça dit beaucoup de choses sur le fait qu'aujourd'hui il y a cette mémoire en fait de la dimension africaine de la santé publique française et de la virologie qui a complètement disparu parmi les acteurs de santé publique. Et c'est pas, en fait, dans les années 90, sur le plan épidémiologique en particulier, parce que je vais surtout travailler sur l'histoire de l'épidémiologie, il y a eu cette mise en avant des CDC, du modèle américain, de l'épidémiologie dite d'intervention, qui a complètement balayé la tradition française, qui était plutôt encore une fois, africaine de l'épidémiologie. Et donc, disons que les échanges transatlantiques ont pris le relais des échanges franco-africains. Et il y a un oubli quand même de cette histoire franco-africaine de la médecine des maladies infectieuses aujourd'hui. Enfin, oubli relatif. Alors ça m'amène à la contrepartie de la question, c'est-à-dire pendant la crise du coronavirus, et je dis ça de ma position de lecteur du Monde, on a quand même eu l'impression que le grand problème, malgré tout, du déploiement des vaccins ARN, c'était à travers leur technologie, leur accessibilité, la capacité... Alors, il y a bien eu tout un tas de jeux géopolitiques extrêmement importants autour, mais s'il y a bien une partie qui a eu l'air de souffrir de l'absence de possibilité de vaccination, c'est bien justement l'Afrique, et à travers une contrainte qui a été présentée comme technologique. Je ne sais pas si le problème... Alors, ça dépasse de très très loin mes compétences. Je ne sais pas si le problème de la vaccination de l'Afrique, c'est l'absence de moins 80 en Afrique et de congélateurs. Je pense que c'est une volonté politique de garder les vaccins à certains endroits et pas à d'autres. On est très loin de mes compétences. Mais moi, j'ai toujours eu un peu... Les aspects logistiques existent, c'est important. Je pense que moi, mon travail, c'est pas vraiment de m'inquiéter de ça, c'est de définir des vaccins, trouver des solutions, essayer de voir les corrélats de protection, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Effectivement, mais je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est qu'il y a des prismes, il y a eu une forme d'obsession sur, vous vous rendez compte, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile, il faut le congeler, il faut le garder congelé, l'ARN, c'est quelque chose qui est connu comme étant quelque chose d'extrêmement fragile, et en fait, ça a très bien marché, enfin, globalement, donc, encore une fois, et il y a des gros efforts qui sont faits pour développer la vaccination en Afrique parce que ce qu'il faut savoir, c'est là où c'est intéressant, si on reprend encore une fois, donc je vais peut-être être un petit peu obsessionnel sur le coronavirus parce que c'est quelque chose que je connais bien, mais il faut savoir que l'Afrique a eu un rôle majeur dans notre préparation et quand je dis notre, c'est à l'échelle vraiment mondiale, globale, dans la gestion, parce que finalement, les personnes qui ont fait de la surveillance virologique en Afrique du Sud notamment, qui sont Tullio de Oliveira et Alex Sigal, qui sont deux chercheurs qui sont extrêmement reconnus pour leur travail, c'est eux finalement qui ont identifié parmi les plus grands variants du Covid, et notamment le variant Omicron qui est apparu, on ne sait pas où, mais qui a été identifié en Afrique du Sud. Et donc finalement la contribution de l'Afrique à la crise Covid, elle est essentielle, parce que c'est eux qui ont envoyé des signaux d'alerte extrêmement tôt, c'est eux qui ont partagé des séquences sur des variants extrêmement importants et qui ont eu des conséquences mondiales extrêmement tôt. C'est eux qui ont tout de suite souffert de restrictions de voyage, de restrictions parce qu'on a beaucoup parlé de par exemple, des restrictions de trajet avec l'Afrique du Sud quand
quand justement Alex Sigal et Tullio de Oliveira identifient le variant Omicron, tout de suite les États, un très grand nombre d'États bloquent les vols, et eux ils disent d'accord, très bien, mais en fait on n'a plus de réactifs, c'est-à-dire qu'on a été les premiers à vous indiquer qu'il y avait tel variant, tout ça, mais là en fait, ok, d'accord, on peut plus circuler, mais on peut même plus travailler, alors que notre travail il est important, et il est important pour tout le monde. On l'a prouvé déjà 2 fois avec le variant sud-africain. Il ne faut pas l'appeler comme ça, B1.351, mais je pense que si on commence à utiliser les vrais noms, tout le monde se perd. Et le variant Omicron. Donc effectivement, le rôle de l'Afrique, on peut le retrouver dans des temps très présents. Et moi, quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est que une des grandes hypothèses sur l'apparition des variants du Covid, c'est l'évolution virale chez des personnes qui sont immunodéprimées. Donc une personne immunodéprimée, c'est une personne qui a un système immunitaire qui va soit pas fonctionner, ça c'est très rare parce que c'est très très dangereux comme situation, plutôt un système immunitaire qui va être compromis, qui va pas bien fonctionner. Et donc c'est des gens chez qui on va avoir des infections du coronavirus qui vont être chroniques. Donc attention, c'est pas un Covid long, c'est pas une forme post-aiguë, c'est vraiment une infection perpétuelle. Donc c'est quelqu'un qui va typiquement, j'exagère un peu, mais se moucher tout le temps. Il va vraiment avoir le virus qui va se répliquer dans son nez tout le temps. Et en présence d'une réponse suboptimale, là on rejoint la table ronde juste avant, on va avoir une pression de sélection sur le virus qui va faire qu'il va pouvoir muter vers des directions inattendues. Et donc c'est une hypothèse qui peut expliquer l'apparition de certains variants. Et clairement, l'Afrique est un berceau de personnes immunodéprimées parce qu'on a refusé de soigner le sida en Afrique et qu'on ne fait pas grand-chose pour vraiment déployer les antirétroviraux en Afrique à très grande échelle. Donc finalement, tout ça c'est lié, c'est très à la mode de dire One Health, j'aime pas trop les keywords à la mode, mais je pense que ça peut être dans le futur un bel exemple, quoi. Donc, tout ça pour replacer l'Afrique dans la discussion. Alors en quittant l'Afrique, Timothée, quand on parlait quand on a préparé cette table ronde, on a évoqué tout un tas de possibilités et tout un tas de potentialités autour des nouvelles technologies. Cette promesse qui est faite, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Alors, donc j'ai déjà évoqué un petit peu cet enthousiasme qu'il peut y avoir dans les labos, dans l'environnement biotechnologie, autour de la versatilité, l'adaptabilité des stratégies ARN et anticorps. Moi, un truc qu'on discutait ensemble, François, en préparant un table ronde, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, et je pense que ça ouvre aussi de la place pour des études qui vont au-delà de la biologie. C'est finalement, à l'heure actuelle, en tout cas si on se place quelques années avant le Covid, les anticorps, c'est quelque chose qui est énormément utilisé en cancérologie. On a entendu parler peut-être des inhibiteurs de checkpoint, les anticorps CTLA4, PD1, qui ont été déjà des prix Nobel, qui sont vraiment utilisés de manière très importante dans le traitement des cancers. Et d'un autre côté, on a les vaccins, qui sont l'outil de choix dans la gestion des maladies infectieuses, finalement. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que on a utilisé des anticorps dans le traitement des maladies infectieuses. Donc on sent déjà qu'on a des trucs qu'on a acquis en cancérologie qui sont en train de diffuser vraiment profondément dans les maladies infectieuses. Et la capacité d'adaptation des vaccins ARN, en fait, on arrive vers quelque chose qui est aussi extrêmement à la mode, c'est la médecine personnalisée. On peut faire un ARN par patient. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas un défi technologique à faire ça. Enfin, il y a toujours un défi technologique, mais c'est pas du tout inatteignable. Et donc, on est en train, et il y a de plus en plus, Moderna le fait, il y a énormément de startups qui se lancent de biotech là-dedans, faire de la vaccination personnalisée dans le cancer. Ça veut dire identifier ce qu'on appelle des néo-antigènes tumoraux, donc c'est des petits marqueurs sur les cellules tumorales qui vont être spécifiques de chaque individu, de chaque patient, pour en faire un vaccin, les séquencer, récupérer le code génétique des tumeurs, identifier ce qui peut être un néo-antigène et revacciner les gens contre leur propre tumeur. Et donc là, a priori, on a quand même dans le futur, on va dire c'est toujours pareil, la biotech vit, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste et je pense que la biologie requiert un peu d'enthousiasme, sinon on arrête vite. Il y a beaucoup d'enthousiasme sur cette vaccination personnalisée dans le cancer. Il y a beaucoup de choses sur, voilà, ça peut être peut-être une possible révolution qui est donc très liée à l'ARN. Donc, je pense qu'il y a une fusion des compétences, il y a une fusion des choses. Donc, le vaccin qui était très utilisé en maladies infectieuses va devenir de plus en plus utilisé en cancérologie, il va peut-être être de plus en plus utilisé peut-être dans des maladies neurodégénératives, je ne sais pas. Les anticorps qui étaient beaucoup utilisés en cancer sont de plus en plus utilisés dans le traitement des maladies infectieuses, mais quand on regarde des essais cliniques en cours, on se rend compte que c'est
Ça diffuse dans tous les champs de recherche. Il y a des gens qui testent des anticorps contre la migraine, contre des maladies neurodégénératives. Donc, pareil, les anticorps créent il y a une plateforme technologique qui est avec énormément d'enthousiasme en ce moment. Le but, c'est que ça se fasse pas au détriment d'autres approches. C'est toujours la même chose. Ça, c'est plus compliqué. Mais voilà, donc après, est-ce que l'acceptation va être la même dans tous ces domaines ? Souvent en cancérologie, comme c'est des patients qui sont souvent dans des situations assez catastrophiques, l'acceptation est évidemment évidente, puisque on cherche des solutions à tout prix. Dans d'autres domaines, est-ce que ça va être le cas ? Je pense qu'il y a des défis aussi là, quoi. Mais oui. Non, j'allais dire que d'une certaine façon, la vaccination est très pensé comme quelque chose qui relève de la notion de santé publique. C'est peut-être d'ailleurs un de ces problèmes, c'est que la vaccination, santé publique, État, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un changement radical de paradigme autour de la vaccination, et comment on continue à penser l'idée de santé publique, vu les changements qui sont en train de se mettre à l'œuvre en technologie autour de cette idée de vaccination personnalisée, d'aller soigner des cancers, enfin ce type de questionnement. En termes de nombre, c'est vraiment minime par rapport à l'usage de la vaccination sur les nouveau-nés. La vaccination pédiatrique, c'est quand même des millions d'individus qui sont vaccinés, quoi. C'est pas comparable. Ça reste quand même un outil de santé publique, majoritairement. D'accord. Bah oui, je pense. Mais après, ça rejoint aussi ce truc qui est que le vaccin, là où c'est peut-être aussi quelque chose qui est assez particulier, c'est que c'est une intervention qu'on fait chez des personnes qui sont saines. Finalement, je ne sais pas si on a... c'est vraiment de la prophylaxie, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, c'est en train de se développer sur les anticorps, justement. Le Nirsevimab, encore une fois, c'est un anticorps qu'on injecte à des enfants qui n'ont pas la bronchiolite, pour les protéger de la bronchiolite. Donc, on va aussi atteindre peut-être une diversification des stratégies prophylactiques. La prophylaxie, c'est prévenir la prophylaxie anti-infectieuse, c'est... Typiquement, un vaccin, c'est une approche prophylactique. On empêche l'infection, on protège de l'infection. Donc, on peut faire ça de différentes façons. Par exemple, quand on va je m'aventure sur des terrains que je connais moins, donc si quelqu'un peut me contredire, il a le droit. Mais pour moi, quand on prend des antipaludéens avant d'aller dans des territoires où il y a du paludisme, c'est une prophylaxie antipaludique qui est chimique, en fait, qui n'est pas vaccinale. Donc, voilà, donc la prophylaxie se développe. Il y a de plus en plus de prophylaxies qui peuvent être antibiotiques, qui peuvent être vaccinales. Et donc ça, c'est toujours des approches qui sont chez les personnes saines. Donc c'est vrai que ça pose la question... de l'acceptation et tout ça, quoi, ce qui est un peu différent. Et il y a une qualité en fait essentielle de la vaccination, et c'est vraiment un serpent de mer dans l'histoire de la santé publique, qui est sa simplicité. C'est qu'on considère dans l'histoire de la santé publique que la vaccination l'a emporté sur d'autres formes beaucoup plus contraignantes de contrôle des maladies infectieuses, parce que ça requiert une injection. Mais avec la multiplication des vaccins, et c'était un phénomène qui était déjà très présent dans les années 50 et 60, il y avait cette idée que cette qualité essentielle de la vaccination, la simplicité, au même titre que l'efficacité et l'innocuité, était menacée par l'excès d'injection, notamment de rappel. Et là, on voit dans les dernières recommandations de la HAS qu'ils disent qu'il faut simplifier le calendrier, mais ça fait des décennies en fait qu'on simplifie sans cesse la vaccination, et que c'est quelque chose qui est gouverné par l'adjonction, la combinaison des injections entre elles. Donc la question, c'est, on ne pourra pas combiner des vaccins individualisés avec des vaccins de santé publique, mais c'est comment on gère sans cesse cette multiplicité qui est le grand enjeu de la vaccination en santé publique, quoi. Alors dans cette idée de simplicité, il y a aussi, si on se projette dans la question des technologies pour le futur, que la vaccination a quand même un côté qui, moi, me semble paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, d'être un geste dont on pourrait se dire, il est minimal, au sens où, s'il faut protéger l'homme contre son environnement, on fait attention à ce que je suis en train de dire. Je veux dire, l'environnement est plein de virus, plein de bactéries, plein de champignons, et notre possibilité d'interagir avec l'environnement dépend de notre capacité à ne pas être infecté en permanence par ces virus, ces champignons, ces bactéries. Donc, de créer une forme de barrière. La vaccination paraît être le moyen le plus évident, au sens où c'est à la fois un moyen qui ne requiert ni de modifier l'environnement, ni de modifier l'homme. C'est de faire un geste que l'environnement fait en permanence vis-à-vis de l'homme, le soumettre à des antigènes.
Donc c'est un geste minimal, donc on pourrait se dire c'est la technologie idéale pour construire un futur dans lequel l'homme est dans la nature. Et en même temps, c'est quelque chose qui demande une technologie extrêmement pointue. On a fabriqué les vaccins contre les coronavirus à grands coups de microscope électronique, de production de protéines, de synchrotrons, d'usines de très haut niveau. Enfin bref, et puis c'est un objet qui est extrêmement difficile à produire, le vaccin. Donc comment vous voyez, Gaëtan peut-être, cette dualité entre cette simplicité de la vaccination et tout l'environnement que ça nécessite à mettre autour? Est-ce que c'est quelque chose qui est universalisable facilement? C'est toujours très compliqué de faire des choses simples. Désolé pour la brièveté de ma réponse, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est l'assise mort, quoi. Bon, c'est tout. Excusez, c'était une question pour rien. Ça arrive. Non, mais on pourrait développer sur les infrastructures, etc. En histoire des sciences, c'est toujours le cas, mais en fait, c'est pas propre à la vaccination. Je pense que construire des dispositifs simples que tout le monde peut s'approprier comme ça, oui, ça demande énormément, à la fois de logistique en santé publique, mais aussi pour la conception des vaccins. Mais déjà dans les années, si la vaccination, quand elle s'est industrialisée dans les années 50-60, qu'elle a d'ailleurs commencé à échapper à l'Institut Pasteur avec la montée en puissance de Mérieux, tout ça, c'est précisément parce qu'il y avait une complexité accrue de la production des vaccins, quoi, qui a été prise en charge par l'industrie. Et je pense aussi que sur l'aspect simple des vaccins, comment dire, je pense pas que le jour où on aura un vaccin pour le VIH, je suis pas sûr que ce sera quelque chose de simple en termes d'injection. Je pense que là maintenant la recherche pour le vaccin VIH est à un point où je pense qu'il y a énormément d'avancées, on a une direction, on sait à peu près où il faut aller, donc ça crée quand même des espoirs qui sont importants. Encore une fois sous le prisme de mon enthousiasme naturel. Et du coup, je pense que on se rend compte que ça va être quelque chose où on va devoir emmener le système immunitaire vers quelque chose de très compliqué, vers faire quelque chose que le système immunitaire ne sait pas faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vaccin VIH. Le vaccin de VIH n'existe pas parce que le corps ne sait pas répondre au VIH. Donc la vaccination, c'est quoi? C'est juste montrer au corps quelque chose de manière non dangereuse pour qu'il fasse ce qu'il sait faire et qu'il nous protège, concrètement. Le problème se pose dans la conception d'un vaccin quand le corps lui-même ne sait pas comment réagir ou quand sa réponse est mauvaise. Donc le VIH, c'est un très bon exemple. On est infecté par le VIH, on ne détruit pas le VIH, on restera infecté toute sa vie, on aura peut-être 1% de chance de ne pas en mourir, mais dans tous les cas, on restera infecté. Et donc, la question est donc chez ces gens-là, je pense que les protocoles dans le futur, on peut imaginer un protocole de vaccination VIH où il faudra sûrement faire des multiples injections, peut-être à des temps très précis, peut-être dans des sites anatomiques différents pour générer des réponses qui soient exactement aux bons endroits, dans les muqueuses, tout ça. Ouais. Donc, pour l'instant, l'approche vaccinale, elle est simple, mais je pense que de plus en plus, avec l'essor des biotechnologies, une meilleure compréhension du vivant, tout ça, on peut arriver sur des choses plus complexes pour arriver à faire des choses plus difficiles encore, quoi. Mais bon, je spécule très, très fort. Hein. Et après, tous les essais, dans les années 50 et 60, on a commencé à faire beaucoup d'essais cliniques pour simplifier la vaccination, qui visaient précisément à définir la bonne date d'injection des vaccins. Non pas évaluer les qualités d'un vaccin per se, mais savoir comment comprendre les interactions entre le système immunitaire du nouveau-né et les injections de vaccins. Et ça, c'était très complexe. Mais c'est comme ça qu'on a construit les calendriers vaccinaux. On a fait des dizaines d'essais cliniques pour savoir à quelle date exactement injecter tel ou tel vaccin et si c'était possible de les injecter simultanément, différents vaccins simultanément ou pas. Des injections simultanées, pas forcément combinées. Si un vaccin avait un pouvoir adjuvant sur l'autre, comme disait Ramon. Et ça, effectivement, c'était très complexe de produire cette simplicité. Et c'est un peu ce que tu décris là. Hein. Alors on va changer de direction, dans la mesure où, normalement, il aurait dû y avoir Sylvie Lenné à cette table, autrice de science-fiction, et qui n'a pas pu venir, mais qui m'a quand même envoyé quelques notes, parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de la science-fiction sur les vaccins, les virus, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a deux grandes directions. Le virus comme l'apocalypse, celui qui détruit tout, et puis le monde sans virus. Quand on prend les grandes sagas, l'homme est débarrassé des agents pathogènes.
Vous prenez la culture, il n'y a plus d'agents pathogènes. Vous prenez les seigneurs de l'instrumentalité, il n'y a plus d'agents pathogènes. Enfin, je veux dire, donc d'un côté, il y a des savants fous, souvent, La mort blanche de Frank Herbert, ou dans Adrian Tchaïkovski, les nanovirus sur la planète où sur on ne peut pas se poser. Enfin bon, et de l'autre, ça. Il y a un roman que moi j'ai isolé, qui est Xénocide de Orson Scott Card, le troisième de la stratégie Anders, dans lequel il y a une question qui est très intéressante, qui va peut-être permettre de rebondir, qui est qu'il y a un virus sur cette planète, il s'appelle la Descolada, et ce virus gère la totalité de la génétique de la planète, des interactions entre les autres. Les autres changent de biotope, changent de forme, etc., parce que ce virus-là est là pour remanier leur ARN, pour leur apporter l'information qu'il faut, etc. Enfin, c'est pas vraiment le souci. Cette planète est la seule planète de la totalité de la galaxie où coexistent toute une série d'espèces. Et il y a un enjeu majeur autour de cette planète qui est d'un côté les autres humains, ceux qui ne sont pas sur la planète, qui disent c'est simple, il faut tout faire péter. Donc on a un dispositif qui permet de détruire la planète parce qu'on ne va pas laisser un virus potentiellement aussi dangereux envahir la totalité de la planète. Et puis de l'autre, il y a les humains sur place et puis tout un tas de gens qui disent détruire toute une série d'espèces et puis détruire un agent comme ça qui est essentiel à un écosystème complexe, très complexe. C'est peut-être pas la bonne idée, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Et donc tout le roman, qui est un peu verbeux, faut bien l'avouer, et puis qui n'a pas que cet enjeu, c'est une tension entre cette idée-là. Donc ma question, c'est quand même, quand on pense agents pathogènes et virus, on retombe tout de suite sur une idée très simple, qui est celle de l'éradication. J'y vais ? Et moi, ce à quoi ça me fait penser, ta remarque, François, c'est la façon dont, en particulier au début de l'épidémie de Covid, on s'est sans cesse référé à l'idée que toutes les épidémies suivaient un schéma narratif préétabli, au bout duquel il y avait la maîtrise du virus, l'éradication, sa destruction. Et on a beaucoup vu dans les médias, mais aussi il y a beaucoup de chercheurs en sciences sociales qui ont rappelé ce schéma qui a été mis au point par un historien du choléra, Charles Rosenberg, à propos du sida, qui, s'inspirant de la peste de Camus, disait que toute épidémie suivait un canevas narratif préétabli de 5 actes, qui commençait par le déni, puis une prise de conscience douloureuse, que la société se mobilisait, qu'on emmenait au bout du virus et qu'on était bien heureux, on vivait sans le virus à la fin. Évidemment, ce schéma a été développé à propos du sida en 89. C'était quand même très présomptueux, puisque le sida est toujours là, enfin le VIH est toujours là, et en fait, l'éradication, c'est aussi une notion qui en santé publique est très contestée, enfin qui est très visible médiatiquement. On parle de beaucoup d'éradication de la polio, de la rougeole, des maladies sur lesquelles les spécialistes s'écharpent, parce qu'on doute de la possibilité d'éradiquer ces pathologies, de la même façon qu'on a douté quand même quasiment jusqu'à la fin de la possibilité d'éradiquer la variole alors qu'on avait tous les outils pour le faire. Donc il y a cette idée que le problème avec l'éradication, c'est que c'est très difficile et que ça ne tient pas compte du fait qu'on continue à vivre avec des épidémies et que la prééminence qui est donnée à l'idée d'éradication ne permet pas de rendre compte aussi des expériences de vie avec les virus. Et il y a un terme, pour le coup, sur lequel on est revenu avec Guillaume Lachenal et moi quand on a écrit sur ces questions-là, qui est très présent dans l'histoire coloniale médicale, qui est celui de grande pandémie, qui permet de rompre avec la dimension événementielle des épidémies. Les pandémies, elles sont là, elles restent, les grandes pandémies. Et les épidémies, il y a ces cycles, mais ça ne restitue pas le fait qu'il y a des virus qui sont là, qui restent, avec lesquels il faut vivre, quoi. Ouais, moi, ça me fait penser à deux choses. Alors, je vais essayer de me rappeler des deux. La première, c'est que, alors, les deux, je parle un peu sous contrôle des personnes de la table ronde précédente, et de Étienne Patin notamment. La première, c'est qu'il y a une grande partie de notre génome qui est d'origine virale. Il y a ce qu'on appelle les rétrovirus endogènes. Typiquement, la formation du placenta vient de la fusion de cellules trophoblastiques dans un organe, le placenta, et qui va créer ce qu'on appelle le syncytiotrophoblast. Syncytiotrophoblast qui donc syncytia et trophoblast, les cellules dont il vient. Et donc, le syncytia, c'est un processus d'origine virale. C'est la fusion de cellules médiée par une protéine fusogène encodée par un virus. Et donc, l'organisme, les mammifères, finalement, qui ont un placenta, ont acquis la capacité de faire fusionner les cellules en prenant possession d'une enveloppe rétrovirale
et en transformant ce gène viral en finalement un gène du coup qui devient un gène humain qui s'appelle la syncétine, mais qui est d'origine virale. Donc en fait, un monde sans virus, c'est un monde où on s'interdit des possibilités d'évolution inattendues, et donc je retombe sur ce que disait Étienne à la table ronde précédente. On ne peut pas acquérir une nouvelle fonction comme ça sur une point mutation, sur une mutation ponctuelle. Par contre, quand on attrape un gène qui a déjà une fonction super compliquée, c'est déjà vachement plus puissant en termes évolutifs, j'imagine, à mon humble niveau de virologiste. Donc finalement, acquérir des gènes qui viennent d'autres individus, ça peut être une façon d'évoluer de manière très efficace. Et on sait que ce système d'acquisition de gènes, il marche très bien avec les virus. Donc on a évidemment un aspect bénéfique à la coexistence avec des virus, même si j'imagine que ça peut passer par des phases douloureuses de pandémie et de grandes pandémies. Le deuxième point que je trouve super intéressant, c'est une étude de Pasteur, enfin pas de Pasteur Louis, mais de l'Institut Pasteur, que je trouve fascinante. C'est sur la peste noire, où en fait ils ont cherché à comprendre qu'est-ce qui s'était passé en termes de pression de sélection sur la population humaine au moment de la grande pandémie de peste. Alors il y a eu plusieurs pandémies de peste, mais je pense que c'est la peste médiévale, la peste noire. Et où en gros ils ont analysé le génome d'individus avant la peste noire et après la peste noire dans différents cimetières. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y a effectivement eu une énorme pression de sélection sur le génome, et qu'en fait ce qui a été sélectionné, c'est des gènes dans le système immunitaire. Donc en fait les gens qui ont survécu, donc c'est pas les gens qui ont survécu, c'est les enfants des survivants, ça sur plusieurs générations. Donc les enfants, la descendance des survivants de la peste noire, finalement, possédaient des mutations dans le système immunitaire qui font qu'ils ont un système immunitaire qui est plus réactif. Donc là, bon, on va dire, ok, on s'en doute un peu, quoi. Mais en fait, finalement, là où ça devient super intéressant, c'est que les gènes qui ont été sélectionnés par la peste noire sont des gènes qui sont connus pour être impliqués dans des maladies auto-inflammatoires, dans des maladies auto-immunes. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que on a des étiologies de maladies qui sont simples. J'ai un virus, j'ai un rhume. J'ai le VIH, je vais avoir le sida. Et on a des maladies qui ont des étiologies complexes. Quand on a la sclérose en plaques, on ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'on a eu une infection EBV dans l'enfance? Ça, c'est une théorie qui est en train d'exploser en ce moment. Il y a énormément de choses qui sont plus complexes. Et finalement, un monde sans virus, c'est un monde où on va souffrir d'autres maladies, à étiologie plus complexe. On va souffrir de maladies auto-immunes. Souffrir pendant des décennies, des centaines de milliers d'années d'une maladie auto-immune, j'imagine que ça va contre-sélectionner cette maladie auto-immune. Donc on va peut-être avoir un système immunitaire qui va être moins réactif, parce qu'on ne veut plus de maladies auto-immunes. Et en fait, le jour où on aura un problème d'approvisionnement en vaccin ARN, et finalement, qu'est-ce que ça... Voilà, donc tout ça, c'est des équilibres. Les virus, les dangers environnementaux ne sont pas le seul danger auquel on est exposé. Notre corps est lui-même capable de se faire beaucoup de mal. Le cancer en est un, une maladie auto-immune en est un autre exemple. Donc finalement, on a besoin de cet équilibre, et évidemment, à l'échelle individuelle, il va créer des problèmes, mais à l'échelle de la population, on a besoin d'être dans un écosystème complexe, je pense, parce qu'en plus, on ne comprend rien de toute la complexité du vivant. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse tout enlever. Alors si on poursuit toujours dans cette idée de la science-fiction et d'un monde non pas sans virus, parce que je suis tout à fait d'accord, je pense qu'un monde sans virus, je crois qu'on estime qu'il y a environ 100 millions d'espèces de virus qui nous entourent. Donc d'un monde sans virus, ça paraît compliqué. Si on essaye de se projeter dans l'idée d'un monde dans lequel on est capable de tout contrôler, la promesse que tu nous fais, une maladie 6 mois plus tard, ce qui peut être un peu d'ailleurs quelque chose qu'on nous a promis, on a le vaccin, on soigne, et puis on attend la suivante, 6 mois plus tard on a le vaccin, on soigne, etc. Puis contre le cancer. Est-ce que je peux vous demander d'essayer d'imaginer ce que vous projetteriez, à la fois positif et peut-être négatif, sur un monde où on a une valise, on la pose, je suis infecté, j'appuie sur le bouton et ça me produit le vaccin ou l'anticorps qui me soigne. Un monde doté de la panacée. C'est une question piège parce que je ne l'aurais pas posée avant, donc il faut qu'il la pense en direct. Mais ça, c'est un vrai rêve pasteurien, quoi. Probablement. Que pasteurien. Un virus, un vaccin, une maladie, quoi de plus pasteurien?
Donc supposons que l'Institut Pasteur, il n'y a pas trop de pasteuriens, j'espère, arrive à réaliser ce fantasme du soin total de toutes les maladies virales et de tous les cancers. Ça, pour moi, ça rejoint un truc qui est un peu plus global, c'est que c'est en ce moment, donc le Covid nous a confrontés à quelque chose qui était pas attendu, mais qui était connu des virologistes, moins du grand public, qui est l'émergence virale, l'émergence d'un nouveau pathogène. Finalement, ce que tu proposes, François, c'est ne plus jamais craindre d'émergence. Donc ça, sur le papier, s'éviter le Covid-19, enfin la Covid-19, c'est plutôt assez enthousiasmant. La question, c'est que moi, j'ai toujours un petit peu, mais encore une fois, ça dépasse le cadre de mes compétences, j'ai toujours un petit peu des problèmes avec la technologie qui résout les problèmes de la technologie. C'est-à-dire que les émergences virales, à l'heure actuelle, c'est quand même bien démontré que le réchauffement climatique est une source majeure d'émergence, la déforestation est une source majeure d'émergence, la surindustrialisation, enfin, énormément de choses associées au monde dans lequel on vit sont des facteurs qui vont favoriser les émergences et, suite à l'émergence, favoriser la diffusion pandémique et le potentiel pandémique de n'importe quel virus. Donc, oui, mais il faut aussi penser à soigner les autres aspects, j'ai envie de dire. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais ce matin sur la table ronde où un monde sans technologie, mais quand il y a vraiment besoin, c'est bien de l'avoir. C'est peut-être un petit peu ça l'idée. C'est peut-être que cette valise, ce serait bien de l'avoir, mais peut-être pas de l'utiliser tous les 6 mois, quoi. Gaëtan. T'es pas obligé d'avoir une idée. Non, mais c'est pas vraiment une idée, mais juste une remarque. Dans l'histoire de la santé publique, il y a cette alternance assez régulière entre des interventions plus sociales qui sont assez critiques du recours à une technologie unique et en fait des investissements massifs en faveur de la vaccination ou d'une molécule en particulier qui sont censés contrôler un pathogène. Voilà, c'est un balancement qui fait partie de cette histoire-là. Je sais pas grand-chose. Après, si on reprend cette histoire de valise magique, là, à mon niveau de compréhension en tout cas, j'ai l'impression qu'une grande raison de l'hésitation vaccinale, alors on en revient toujours alors qu'en fait c'est assez minime, c'est que... Pas pour les responsables de santé publique qui sont obsédés par ça. Ouais. Non, mais j'ai l'impression qu'un des grands trucs qui fait de l'hésitation, c'est quand on n'a plus peur de quelque chose. Et donc, si on imagine qu'on puisse tout traiter tout le temps, machin, en fait, on n'aura plus aucune peur des virus. Et donc, si on n'a plus jamais peur des virus, est-ce qu'on ne va pas se mettre à douter de la valise magique ? Mais bon. Moi, ma position sur la vaccination, c'est qu'il faut qu'on insiste sur la dimension matérielle du dispositif. Qu'on parle beaucoup de ce que pensent les individus, soit en termes de confiance, soit de suspicion, etc. Mais qu'on trouve souvent, pour le coup, l'histoire de la santé publique a montré qu'on avait souvent trouvé des réponses techniques à des problèmes de représentation. Par exemple, la grande invention des années d'après-guerre, ça a été de caler, d'épingler l'essentiel des injections dans les premiers mois de la vie. À un moment où l'autorité médicale atteignait son apogée. De rassembler les vaccins. Comme ça, on met du recommandé avec de l'obligatoire ensemble, ou différentes pathologies, certaines sont craintes, d'autres sont complètement ignorées. Ça permet d'aller plus vite, et c'est beaucoup plus efficace. Mais du coup, on contourne un consentement actif des individus, et aussi ce que pensent les individus. Donc c'est vrai qu'en santé publique, on parle souvent à la fois de défiance, d'hésitation. Déjà, le terme d'hésitation, moi, je le trouve très problématique, parce que hésiter en démocratie, je trouve ça plus saussant. Donc d'en faire, en fait, de l'agiter comme un chiffon rouge, c'est quand même très contre-productif, à mon sens. Et on parle de défiance, de confiance, etc. Mais en fait, tout le travail il se fait au niveau matériel, dans l'amélioration des qualités des vaccins et dans le maintien de leur simplicité. Donc voilà, moi j'ai tendance à pousser pour qu'on décale le regard des individus vers l'objet, pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la vaccination. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça, mais... Bon, c'est le moment de donner la parole à la salle. Philippe. Oui, bonjour. Quand on parle de panacée, moi je pense un petit peu à... On a trouvé à un moment la panacée contre les bactéries, ça s'appelle les antibiotiques, qui ont amené à des résistances aux antibiotiques, et c'était pas du tout la panacée. Donc là, on parle de panacée sur les vaccins, à force de vacciner contre tous les virus.
On ne parle pas de la manière dont les virus vont évoluer et de comment ça va potentiellement se retourner contre nous ou pas. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut discuter de ça ? Mais qui parle de panacée ? Oui, c'était une hypothèse de science-fiction. Non, mais après, là où je suis assez d'accord, je pense que ça rejoint le côté versatile des vaccins ARN, c'est qu'en fait, on a l'espoir de toujours pouvoir adapter le vaccin quasiment à la vitesse où le pathogène va s'adapter. Je pense que ça rejoint un petit peu de là. On voit avec le Covid-19, c'est un bon et un mauvais exemple. C'est qu'en fait, on voit qu'on a quand même toujours un vaccin à peu près à jour. Bon, il n'est jamais vraiment à jour. Le défaut, c'est ça. Donc après, le rôle de la régulation dans tout ça, enfin, bref. Mais l'idée, je pense qu'elle est un peu là. Après, je pense qu'évidemment, ça a ses limites et qu'à un moment donné où il y aura... Les virus sont de toute façon plus intelligents que nous, même s'ils ne sont pas intelligents. Mais ils cherchent plus de solutions plus vite. Alors, si je peux me permettre, pour revenir sur les vaccins et la couverture vaccinale, tu disais que la couverture vaccinale était finalement globalement bonne malgré beaucoup de réticences. On a quand même des cas de rougeole qui réapparaissent parce que ça a baissé depuis les années 80. Donc, non, mais je sais pas. Et au-delà de ça, l'HPV, on a quand même beaucoup de mal à le faire passer alors qu'il est quand même assez efficace. Est-ce que c'est parce qu'on s'y prend comme des manches ou est-ce que... c'est parce que ça s'associe à des maladies sexuelles, du coup les parents se disent non, mon enfant est pur et sain. Enfin, quel est le ratage avec l'HPV ? Alors, sur la variole, déjà, vous le savez sans doute mieux que moi, mais c'est un virus qui est très contaminant. Il faut avoir des taux très élevés constants. Donc c'est toujours l'exemple qui est amené, parce qu'il y a souvent des petites épidémies de variole. C'est très de rougeole, pardon. Petites épidémies de variole, tranquille. Désolé, j'ai pas moi. Il y a souvent des petites épidémies de rougeole, mais le regard du corps médical, de l'État, etc., a aussi beaucoup changé sur la rougeole, parce que c'est un vaccin qui est disponible depuis le milieu des années 60, qui avait des taux très médiocres au milieu des années 80, au moment où il est rentré dans le calendrier vaccinal. On ne disait pas « Oh mon Dieu, la santé publique va s'effondrer ». On a essayé de trouver des stratégies, dont l'association avec dont le RER, toujours ces trucs de simplification. Alors oui, c'est vrai que la rougeole, c'est la pathologie qui est la plus sensible dès qu'il y a des fluctuations de couverture vaccinale. Est-ce que ça veut dire pour autant que le dispositif dans son entièreté est en crise ? Combien d'interventions, est-ce qu'il y a d'autres interventions en santé publique ou même des interventions tout court où on arrive à des taux de 94%? C'est énorme dans une société. Et moi, les derniers chiffres de santé publique, après je pourrais répondre sur le HPV, mais les derniers chiffres de santé publique France faisaient état de seulement 1% des enfants qui échappaient à toutes les vaccinations. Alors oui, c'est très grave pour ces enfants s'ils sont exposés à un agent pathogène. 1%, c'est rien en termes... c'est à la fois rien et énorme à l'échelle d'une population. Mais est-ce qu'en santé publique, c'est un problème ? Et est-ce qu'en démocratie aussi, c'est un problème ? Est-ce qu'il faut aller chercher ces 1% ? Est-ce que ça ne va pas créer une tension inutile ? Parce qu'il ne menace pas la bonne santé collective, ces 1%. Enfin, à mon sens, on pourra toujours trouver des contre-exemples, mais de là en faire le problème majeur... Alors oui, la rougeole, c'est très sensible. Et le HPV, c'est un vaccin qui suit une trajectoire assez comparable à celle du vaccin contre l'hépatite B, qui à l'origine a fait l'objet de recommandations ciblées, en l'occurrence en France, ciblant le personnel médical. Et dans d'autres pays aussi, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les groupes à risque, dont les homosexuels. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait très mal, ces stratégies ciblées, pour contrôler le virus dans ces groupes dans ces sous-groupes. Et donc, on a mis en place une vaccination universelle pour une pathologie qui avait elle aussi une dimension, qui se transmettait aussi, un agent qui se transmettait aussi sexuellement. Et de la même façon, le HPV, c'est un virus qui a été... le vaccin contre le HPV a été introduit relativement récemment, à la fin des années 2000. Oui, les taux ne sont pas idéaux, mais c'est normal, à mon sens, que l'adoption d'une innovation en santé publique prenne du temps, 1-2 décennies. Ça ne me semble pas aberrant. Et on suit le même mouvement. Au début, c'était une recommandation très ciblée. Aujourd'hui, on l'étend aux jeunes garçons. On parle de vaccination j'ai oublié le terme. Mince. De compassionnel pour les jeunes hommes hétérosexuels qui ne sont pas forcément exposés de la même façon que les jeunes homosexuels. C'est normal qu'il y ait des frictions, à mon sens. Ça ne veut pas dire que la santé publique est menacée. L'ensemble du tableau est si noir. Je ne crois pas. Alors tout d'abord, la vaccination des garçons contre le HPV, ce n'est pas uniquement compassionnel. Enfin, je veux dire, ils sont eux-mêmes à risque de développer des cancers
à cause de ce virus. Enfin, déjà, je voulais quand même rétablir un petit C'est peu. quand même un terme de santé publique, non, les vaccinations compassionnelles pour les jeunes hommes, non? Non, mais ils sont à risque de développer eux-mêmes des cancers. Les garçons, c'est pas seulement pour protéger les filles du cancer du col de l'utérus. Aussi, mais pas seulement. Enfin, ils ont aussi des cancers de l'anus, des cancers de la gorge qui sont provoqués par le papillomavirus. Enfin, bon, c'était pas là-dessus ma question, mais c'est une bonne occasion de rebondir, justement, puisque là, vous nous parlez du temps qu'il faut pour une acceptation d'un vaccin dans une société, pour être sûr, effectivement, de ses effets, de son... etc. Alors, moi, ma remarque, elle porte justement par rapport à toutes ces nouvelles technologies vaccinales, à la fois les technologies prophylactiques, donc pour protéger contre des maladies, et les stratégies thérapeutiques, comme par exemple les vaccins contre les cancers, donc des gens qui ont déjà développé un cancer. Et donc les nouvelles stratégies vaccinales, notamment les vaccins ARN, pourraient permettre effectivement, c'est l'espoir, d'adapter à la fois au niveau du temps, c'est-à-dire par exemple à l'arrivée d'un nouveau variant d'agent pathogène, pouvoir immédiatement adapter la stratégie vaccinale, ou au niveau personnalisé, pouvoir effectivement aller traiter exactement la pathologie du patient grâce à ces approches. Et justement, donc là, vous avez tout à fait bien parlé tout à l'heure de l'espoir, qui est là pour le coup un espoir de science-fiction, de pouvoir on fait l'évaluation du patient, on appuie sur un bouton et hop, on a le vaccin qui sort et on va pouvoir le vacciner. Et justement, donc ma question, c'est au niveau éthique, sécurité, acceptation. Finalement, aujourd'hui, un des gros freins de ce type de développement, c'est que effectivement, on n'a pas le droit aujourd'hui de développer un médicament et tout de suite de l'administrer à des patients. Je veux dire, il y a des tests précliniques, il y a des tests cliniques, il y a ensuite tout un tas de contrôles, il y a énormément d'étapes avant une acceptation de mise sur le marché. Et donc finalement, alors que aujourd'hui, on est en même temps dans un but d'adaptation presque instantanée. Où trouver le bon équilibre à l'avenir pour ça? Alors, je peux te répondre de manière extrêmement technique. C'est juste, je pense que ça fait partie un petit peu de l'enthousiasme qu'il y a autour de l'ARN et des anticorps. C'est typiquement les vaccins ARN contre les variants du Covid ont été acceptés beaucoup plus vite que le vaccin initial contre la Covid. Donc, il y a une accélération des processus de régulation sur des itérations du vaccin. La question, c'est jusqu'où il faut aller. C'est-à-dire que, ok, la technologie ARN a démontré sa non-toxicité majeure dans les essais vaccinaux de la Covid-19. Les vaccins contre les variants sont acceptés plus rapidement. Est-ce que ça veut dire qu'un vaccin grippe fait avec des bases d'ARN messager, on doit l'accepter en 2 mois et pas en 1 an? Mon avis, c'est non, mais je pense qu'il y a énormément de travail qui est fait sur ce point-là. Et c'est exactement la même chose sur les anticorps. Je pense qu'une grande raison de l'enthousiasme sur les anticorps, c'est qu'on produit tous des anticorps. On a tous des milligrammes d'anticorps de type IgG1 dans le sérum. L'immense majorité des anticorps thérapeutiques actuellement, ce sont des IgG1, et donc on a des a priori de toxicité qui sont extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'a priori, un anticorps de type IgG1 n'est pas toxique quand on l'injecte. On sait aussi qu'il a une demi-vie de plusieurs semaines. Donc en fait, les anticorps répondent à 2 grands critères de pharmacologie. Encore une fois, je ne suis pas pharmacien, donc je parle sous contrôle de... S'il y en a dans l'assemblée, ils lèvent la main et ils disent que j'ai tort, il n'y a aucun problème. Mais mon avis, à ma compréhension, c'est que les anticorps répondent à 2 grands désirs de pharmacologie qui sont l'absence de toxicité et une demi-vie assez longue pour ne pas avoir à l'injecter toutes les 4 minutes. Donc c'est ça aussi l'espoir de pouvoir développer très rapidement et très vite. Maintenant, on peut toujours avoir une toxicité associée à la cible qu'on vise. Enfin, des anticorps contre le système nerveux, ça fait des maladies neurodégénératives, donc il faut faire attention. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que oui, il y a beaucoup d'espoir dans l'accélération des processus réglementaires autour de ces 2 molécules.
Donc, je voulais savoir si vous évaluez, par exemple, la différence entre une immunité naturelle et une immunité acquise par un vaccin. Par exemple, pour la grippe, je sais qu'il y a une période, on disait si vous avez eu la grippe, et ben, si l'année d'après, même si le virus avait muté, on était pratiquement sûr qu'une personne qui avait eu la grippe à 25 ans ou à 30 ans, l'année d'après, quand elle présentait des symptômes grippaux, entre guillemets, c'était pas, a priori, c'était pas la grippe et on se plantait pas. Je suis médecin d'origine, donc on se plantait pas là-dessus sur le diagnostic. Et vraiment, à 5 ans d'intervalle, chez une personne normalement immunisée, on n'avait pas de problème de nouvelles grippes. C'était très rare, c'était exceptionnel, quoi. Dans notre tête, on disait c'est pas la grippe parce qu'il l'a eu l'année dernière, en gros. Où il y a un problème, on va lui faire sa glycémie pour voir s'il n'est pas diabétique. Il y avait un peu cette idée-là. Alors, est-ce que c'est corroboré par ce... Est-ce que vous faites des études là-dessus ? Deuxièmement, pour la rougeole, pourquoi la rougeole? Moi, mon avis un peu, c'est que la rougeole, ça donne de la fièvre, 5 jours, 10 jours après, des grosses fièvres, des fois chez les enfants. Donc on se dit, il n'avait rien. Et puis la génération des parents ou des grands-parents, ils ont tous eu la rougeole. Et ils s'en sont sortis. Ça pas dans la mémoire collective, la rougeole, c'est pas un truc qui a comme le tétanos ou je sais pas, d'autres maladies qui vraiment dans les générations d'avant, on disait c'est horrible. Il a eu la polio, il a eu le tétanos. La rougeole, c'est pas la même histoire en fait dans les populations, quoi. Voilà. Donc je vous posais surtout immunité naturelle et immunité acquise par le vaccin. Oui, alors oui, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Alors, un truc moi que je trouve assez intéressant, ça va pas vraiment répondre à votre question, mais la recherche dans la Covid-19 a vraiment démontré que si on veut s'amuser à faire immunité naturelle versus immunité induite par la vaccination, ça a été clairement montré que la meilleure des immunités, c'est ce qu'on appelle l'immunité hybride, qui est l'immunité à la fois conçue par la vaccination et par l'infection. Donc cette immunité hybride, ça répond juste... Alors, je pense que certains pourraient sauter si je dis ça, mais le système immunitaire, par définition, il aime bien voir les choses de manière un peu différente. Donc c'est pour ça que l'immunité hybride, c'est très très bien. Maintenant, la vaccinologie, depuis... donc, à la base, les vaccins, comme ils ont été faits ici même, dans l'Institut, c'était beaucoup, on inactive le pathogène, on le garde dans son entier, tout ça. Maintenant, depuis, je vais dire des bêtises, sur les plusieurs décennies, enfin au moins 20 ans, je pense, on est dans ce qu'on appelle un peu la vaccinologie 2.0 ou reverse vaccinologie, où comme disait François, on utilise beaucoup de biotechnologie pour mieux comprendre. Et en fait, on vaccine avec juste des morceaux des virus. On vaccine plus avec tout le virus comme on faisait avant. On vaccine avec certains morceaux du virus. Donc effectivement, l'immunité vaccinale a cette particularité sur les nouveaux vaccins d'être souvent plus ciblée sur certaines parties du virus et pas contre toutes les parties du virus. La théorie derrière ça, c'est qu'on cible les parties importantes et qu'on omet des parties moins importantes ou en tout cas moins efficaces. Et donc on évite de détourner le système immunitaire et qu'on concentre des réponses sur ce qui compte. Ça c'est vrai quand on s'intéresse aux anticorps, c'est très vrai quand on s'intéresse aux anticorps. Maintenant le système immunitaire est une machine complexe, il y a d'autres modes d'action, on parle beaucoup des lymphocytes, je rentre dans le détail, mais il y a d'autres mécanismes immunitaires non anticorps qui peuvent cibler d'autres parties du virus et qui sont très importantes et qui peuvent conférer des immunités un peu plus longues, et c'est exactement ce qui se passe dans le Covid-19, c'est-à-dire qu'on a les anticorps qui vont vraiment avoir un rôle majeur dans empêcher de se réinfecter, c'est-à-dire que vraiment les anticorps, c'est eux qui vont faire qu'on va avoir une immunité stérilisante, et on va avoir d'autres mécanismes qui vont plus durer, qui vont mieux marcher sur les autres variants, mais qui sont plus difficiles à quantifier, qui vont faire qu'on évite d'avoir une forme sévère. Et donc là, on est vraiment sur cette balance entre les deux. Vaccins et infection naturelle font les deux. Maintenant, la théorie, c'est que c'est toujours mieux d'éviter une infection. C'est un peu ça le principe, quoi. Mais... Merci. Je voulais peut-être introduire une notion que me semble n'a pas été tellement évoquée. C'est celle que plus en fait on va avoir une technologie innovante, sophistiquée, plus elle sera chère. Et donc plus sa distribution en termes d'équité va être peut-être questionnable. On a parlé de l'Afrique au départ avec l'exemple de la Covid, l'exemple du sida également. Donc est-ce que ce genre de vaccin, et je pense à la médecine individuelle ciblée, est-ce que ça ne va pas achoper, à peut-être tendre vers un monde plus égalitaire, voilà, et peut-être qu'en ce sens c'est pas la panacée.
S'il y a quelque chose dans l'histoire, parce que bon, je suis avant tout historien, mais dans l'histoire de la vaccination qui est très frappant, c'est que le premier vaccin vraiment controversé en France, c'est le premier vaccin très cher, qui est le vaccin contre l'hépatite B. Il était très cher au départ, le vaccin plasmatique, parce qu'il était difficile à produire. Et puis après, il y a eu un vaccin de deuxième génération, Johnny Génétique. Et là, il était très cher pour d'autres raisons, pour des raisons de propriété intellectuelle. Parce qu'il impliquait des brevets de start-up qui possédaient leurs propres petits brevets, qu'on devait rassembler, etc., pour faire les vaccins. Ou même, les entreprises aussi avaient beaucoup breveté. Et du coup, oui. Enfin, à mon avis, une des transformations majeures de la santé publique et de la vaccination, c'est l'importance croissante de la propriété intellectuelle. Et je ne sais pas si c'est lié à la complexité des vaccins ou simplement aux transformations du capitalisme et de la science moderne, quoi. Juste une question, oui, sur l'immunité hybride, est-ce que ça joue un rôle s'il y a l'infection avant et le vaccin après, ou le vaccin avant et l'infection après? Et il me semble que oui, non Alors, c'est compliqué. Je pense qu'il y a des subtils différences. Sur le vaccin ARN notamment. Ouais, enfin, c'est un peu une colle parce que. Ma question derrière, c'est que du coup, avec les vaccins ARN, il y a quand même un beau business model qui est de mettre à jour, avec un peu comme on ferait avec du logiciel, des patients qui deviennent vraiment des clients et qui sont abonnés, quoi. Ouais, c'est intéressant comme point de vue. Ouais, tout à fait. Alors. Donc sur l'immunité hybride, alors il y a des études. Moi, ce que j'avais vu, il me semble, c'est qu'il valait mieux avoir une infection avant et le vaccin après. Et là, c'était la plus belle immunité. Mais bon, en fait, le problème de la plus belle immunité, c'est qu'en fait, il y a tout un défi de comment on mesure l'immunité. Qu'est-ce qui est une belle immunité? On peut mesurer les anticorps, on va dire quand on a une infection avant et un vaccin après, on a plus d'anticorps. Mais est-ce que c'est ça, avoir vraiment la bonne réponse qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment avoir le au plus niveau d'anticorps des gens hospitalisés ensuite et qu'il y avait des... Ouais, enfin, donc dans tous les cas, ce que je peux dire de manière très simple, c'est que qu'on ait une infection avant ou après le vaccin, ça va conduire à une immunité extrêmement élevée. Après, il y aura peut-être des subtilités que je ne suis pas capable de donner là, entre avant et après, et c'est peut-être mieux avant, effectivement. Dans tous les cas, ça va faire un truc très très fort, bien au-dessus des autres combinaisons. Après, sur le concept d'adaptation du vaccin, je suis tout à fait d'accord dans l'idée, je trouve ça intéressant. Après, là, sur le cas du Covid, on va dire que le virus a clairement démontré qu'il crée des nouveaux variants qui étaient tout à fait... qui justifiaient de manière extrêmement marquée la nécessité de mettre à jour les vaccins. Ça, j'ai envie de dire d'un point de vue purement scientifique, la nécessité de faire des mises à jour des vaccins contre la Covid-19 au regard de l'évolution des virus et de l'apparition de nouveaux variants me semble justifiée. Maintenant, est-ce que ça va continuer Je parle surtout en termes de potentiel à venir. Non, mais après, le truc, c'est que la Covid, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un virus qui vient de rentrer dans la population humaine, donc qui s'adapte extrêmement vite. Et donc, est-ce que le rythme d'apparition d'un nouveau variant majeur tous les 6 mois va être maintenu pendant 20 ans? C'est pas sûr. Peut-être qu'on va arriver à un moment, une forme de plateau, on ne sait pas. Hein. Mais... donc, est-ce que là, ça va être intéressant? C'est-à-dire que là, par exemple, on a eu le variant JN1 qui a explosé à l'automne. Maintenant, on a des itérations du variant JN1, mais on n'a pas l'impression qu'on ait un nouveau variant, genre vraiment dominant, avec un potentiel de dominance qui apparaisse. Est-ce que les boîtes vont quand même proposer un variant JN2 à l'automne, alors qu'on n'a pas de raison biologique vraiment, et on n'a pas de variant majeur qu'on a envie de tacler? C'est une bonne question. Je pense qu'on va avoir un stress test là dans un an, quoi. Et j'avais une question initiale, je suis désolé, celle-là est rentrée dedans, mais c'était sur les 99% et 1%, et de se dire est-ce que 1% c'est problématique ou pas? Est-ce que ça change la donne à partir du moment où on a une approche dynamique, enfin où on se dit qu'on est face à des phénomènes qui sont non linéaires, y compris en termes d'épidémie, mais surtout au niveau du 1% qui très rapidement pourrait devenir peut-être 40%. Je veux dire, on voit qu'il y a des groupes sur Internet de gens qui sont anti-vaccins ou autres. Et est-ce que c'est pas ça qui expliquerait en partie au moins la paranoïa de la santé publique vis-à-vis de ça? Alors, les sciences sociales, malgré d'énormes crédits qui sont mis sur ces questions-là, ne sont pas arrivés à démontrer un lien entre la circulation des fausses informations et des phénomènes dans la vraie vie, comme le vote ou les taux de vaccination. Il n'y a pas de lien clair, incontesté, entre des fausses informations et des comportements en vie réelle.
Pardon ? L'invasion du Capitole. L'invasion du Capitole, la violence politique, est-ce qu'elle a besoin de Facebook ? Enfin, je sais pas. Ouais, non, c'est pas la première. Une dernière question. Voilà, Monsieur. Écoutez, je ne sais pas si ça. Il y a une question et un constat. Le premier, c'est l'HPV. Le fait que chez nous, aussi en France, que le taux de couverture est très bas, je crois que vous connaissez de comprendre un peu l'acceptation de cela. Je crois que c'est la sociologie de la population qu'il faut peut-être voir. Si je prends l'exemple de l'Australie, ou les pays scandinaves et même le Portugal à côté, ils ont des taux de couverture extraordinaires. On vaccine et les enfants masculins, et les femmes, les filles et les garçons. Donc l'acceptation, ce n'est pas seulement lié, à mon avis, à la durée de la présence du produit, mais peut-être aussi à la sociologie et la politique de santé du territoire sur lequel nous sommes. Ça, c'est par rapport au HPV. Deuxième aspect, deuxième problème, c'est les vaccinations. Moi, ma question est la suivante par rapport au paludisme qu'on sait qui fait des ravages dans les pays sous les tropiques. Et avec cette possibilité de vaccins à partir de l'ARN, est-ce que ce n'est pas une possibilité de solution de trouver un vaccin adapté ? Voilà, juste mes deux questions. Tu réponds sur le paludisme ? Ouais. Sur le HPV, moi, j'ai travaillé sur des archives. J'ai pas eu accès les archives auxquelles j'ai eu accès, s'arrêtent au début des années 2000. Donc, par définition, je n'ai pas grand-chose de très original à dire sur le HPV. Mais c'est vrai qu'on ressort toujours l'exemple du HPV quand on dit qu'il y a un problème pour la vaccination en France les dernières années après le Covid, parce qu'avant, on parlait de l'action. En fait, on doit distinguer la vaccination en général et le HPV et se demander pourquoi est-ce qu'avec le HPV ça bloque. Dans l'histoire de la vaccination, dès que ça a bloqué, et je ne sais pas si c'est possible avec le HPV, on mettait les injections, on faisait rentrer les injections dans le calendrier du nouveau-né. Le HPV, l'hépatite B, ça a bloqué en France avec la controverse du milieu des années 90. Les recommandations, il n'y a plus... mais les recommandations pour les nouveau-nés sont restées au sommet de la crise, quand on a renouvelé le comité technique des vaccinations, quand on a arrêté la campagne de vaccination dans les écoles. On n'a pas arrêté de vacciner les nouveau-nés. Et les taux sont remontés grâce à la vaccination des nouveau-nés et à un vaccin combiné dans lequel il y avait le virus de l'hépatite B. Voilà, c'est tout. Donc, je pense pas. S'il y a des difficultés avec le HPV, ça ne veut pas dire non plus que la vaccination en général en France est en crise et que l'hésitation vaccinale est le phénomène dominant sur lequel il faut s'appuyer et discourir à longueur de journée. Enfin, c'est juste que moi, j'ai fait cette recherche à un moment où c'était le discours dominant et ça ne permettait pas d'expliquer le paradoxe dans lequel on avait des taux quand même très élevés. Et juste en un mot sur le palu et les vaccins RNM, c'est un peu, c'est une belle façon de conclure la table ronde, enfin en tout cas sur ces aspects technologiques, c'est les ARN, c'est une super technologie pour faire des choses, pour faire exprimer quelque chose. Je pense que le problème du palu, c'est qu'on ne sait pas encore vraiment, il y a beaucoup de recherches sur un vaccin palu et je pense qu'il y a des beaux espoirs, mais je ne suis pas sûr qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on doit mettre dans cet ARN. Donc ok, on a un super vaisseau pour faire quelque chose à l'organisme, mais je pense qu'on ne sait pas encore quoi dire à l'organisme avec. Et donc la question, donc je ne suis pas sûr que ce soit les ARN messagers qui vont répondre à la question du paludisme, c'est la recherche fondamentale autour de la réponse immune contre le paludisme qui vont informer quoi faire avec les ARN. Voilà, ça sera le mot de la fin. Donc merci beaucoup et merci à vous deux.